Bienvenue sur TV Afrique, la chaîne qui offre 3 fois plus d'actualités politiques. Kadhafi, Gbagbo, Ouattara, 3 noms, une histoire cachée. Aujourd'hui, on vous révèle tout. Abonnez-vous et activez les cloches de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. C'est une polémique qui a émergé à la suite d'une intervention publique de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et est très vite devenu un prétexte pour simplifier radicalement l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest, voire pour la réviser insidieusement, avec pour but ultime de fabriquer un nouvel Alassane Ouattara transformé en saint de la politique, n'ayant absolument aucun lien avec l'avènement de la rébellion armée qui lui a précisément permis de prendre et d'exercer le pouvoir. Écoutons les propos de Laurent Gbagbo qui servent aujourd'hui de prétexte à la réécriture de l'histoire récente. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, qu'on m'a induit en erreur. Je dis, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu là, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur interdis même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Remixés par un certain nombre de commentateurs ivoiriens contemporains, ces propos sonnent comme des aveux. Gbagbo avoue enfin que Kadhafi a financé la rébellion ivoirienne. Gbagbo révèle enfin qui a financé la rébellion ivoirienne. Et il continue en affirmant, si c'est Mouammar Kadhafi, c'est que ce n'est pas Alassane Ouattara. C'est qu'Alassane Ouattara n'a rien à voir avec le coup d'État manqué du 19 septembre 2002 qui s'est transformé en rébellion armée. L'histoire est affaire trop sérieuse pour être prise en otage par la politique politicienne et les propagandes diverses et variées. La Côte d'Ivoire a connu une guerre civile, une rébellion meurtrière qui a fini par conquérir Abidjan sous l'ombrelle protectrice des militaires français le 11 avril 2011. Si les politiques africains se préoccupent un peu plus de l'écriture de l'histoire de leur propre peuple, il y aurait eu en Côte d'Ivoire une vraie commission vérité et réconciliation, des centaines de témoins, des dizaines d'enquêteurs professionnels, des colloques et des ouvrages pour établir scientifiquement ce qui s'est vraiment passé dans les moindres détails. Pas pour accabler ou dédouaner les acteurs, mais pour comprendre et éviter de reproduire les erreurs du passé. Mais non, certains propagandistes profitent de la culture de l'amnésie, elle-même nourrie par la grande jeunesse de la majorité de la population, pour tenter d'imposer un récit simplifié, voire abrutissant, basé sur de fausses évidences. La première fausse évidence pouvant être ainsi résumée. Gbagbo a caché pendant des décennies un secret, celui du financement de la rébellion par Kadhafi. Il l'a fait pour mieux accuser Ouattara qu'il savait innocent. En réalité, et les plus jeunes ne le savent peut-être pas, dès les premières semaines de la rébellion ivoirienne, le nom de Kadhafi a été abondamment cité au nombre des financiers de la rébellion. L'hebdomadaire français satirique et d'investigation Le Canard enchaîné cite le guide libyen et le président burkinabé de l'époque, Blaise Compaoré, au nombre des protecteurs des rebelles dans ses éditions du 30 octobre et du 6 novembre 2002. Toujours le 6 novembre 2002, un article de RFI.fr dont le titre est « Côte d'Ivoire, Kadhafi, le pompier pyromane » note que le guide libyen est soupçonné de plus en plus d'avoir financé la rébellion via son allié de toujours, Blaise Compaoré. Je cite, « J'ai trouvé aussi
un article de Notre Voix, le quotidien donc du FPI, daté du 18 mars 2003, s'inquiétant, et je cite, de la présence suspecte de Kadhafi et du clan des rebelles au Mali, et s'interrogeant: que se trame-t-il contre la Côte d'Ivoire? L'article établit une forme de continuité entre ce qu'il appelle le groupe de rebelles conduit par Dramane Ouattara et ses financiers, le leader libyen, et le Burkina Faso de Blaise Compaoré. Dans l'esprit du journal du FPI d'alors, il n'y a absolument aucune contradiction entre les affirmations selon lesquelles Alassane Ouattara et Mouammar Kadhafi soutiennent le PDCI. Quand Gbagbo et Kadhafi se réconcilient progressivement à partir de 2004, il est clair pour tous que le premier a longtemps considéré le second comme un de ses déstabilisateurs. Que pouvait-on lire, par exemple, dans un article de RFI lors de la première visite de Mouammar Kadhafi à Abidjan? Je cite cet article. C'est avec son costume de grand promoteur des États-Unis d'Afrique qu'il a atterri à Abidjan, mais l'image de Mouammar Kadhafi, accueilli à bras ouverts par Laurent Gbagbo, peut surprendre. Au début de la crise, le guide libyen faisait en effet figure de bête noire du régime. Pour les autorités ivoiriennes, pas de doute, le chantre des révolutions africaines était le parrain de la rébellion, au même titre que Blaise Compaoré ou Charles Taylor. Depuis, la diplomatie a fait son œuvre et le rapprochement entre Abidjan et Tripoli s'est fondé sur des déclarations publiques, mais aussi sur des actions plus discrètes. Le ferment de cette réconciliation et à chercher dans la défiance nourrie par les deux chefs d'État à l'égard des ex-puissances coloniales. Fin de citation. Bref, cet article disait en 2007 à peu près ce que Gbagbo raconte aujourd'hui avec son sens de l'anecdote bien connu. C'est comme ça que nos relations ont commencé. Il dit: demain, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit: non, je serai en Côte d'Ivoire. Il dit: viens avec moi à Bamako. Parce que on va faire une réunion à Bamako. La Libye sera, mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région, que c'était les chefs d'État de la sous-région qui avaient parlé. On est parti. Mais il a parlé, il a parlé bien. Il a parlé bien. Il dit: vous venez mentir. Quand vous cherchez l'argent, au lieu de me demander l'argent, je vais vous donner. Vous venez dire: oui, un tel, il n'aime pas les musulmans, un tel. Voilà, Gbagbo. Sa femme, là, elle est musulmane. Et les gens ne savaient plus où regarder. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. En réalité, ce que les propagandistes d'aujourd'hui veulent imposer comme réalité historique, c'est un faux syllogisme consistant à dire: si Kadhafi a financé la rébellion ivoirienne, c'est que Ouattara ne l'a pas financée et n'a rien à voir avec elle. Mais une rébellion n'est pas une entreprise unipersonnelle. Si l'on doit forcément lui trouver une sorte d'équivalent dans le monde économique, on pourrait dire que c'est une tontine, une coalition d'intérêts, chacun ayant son rôle et contribuant à sa manière. Pour qu'un mécontentement militaire se transforme en rébellion armée, il faut des armes. Kadhafi les a fournis via Blaise Compaoré, une base arrière, le Burkina Faso de Blaise Compaoré, des relais diplomatiques, et dans le cas qui nous concerne, le plus influent d'entre eux a tout de même été la France de Jacques Chirac, qui a orchestré les accords de Lina Marcoussis, lesquels devaient servir à obtenir les résultats d'un coup d'État, sont finalisés, le coup d'État, le dit coup d'État, transformé en rébellion. Écoutons ce que le journaliste Antoine Glaser, bon connaisseur de la France-Afrique, écrivait à propos de l'action de Paris en Côte d'Ivoire dans son livre « Arrogant comme un Français en Afrique », et je le cite. Jacques Chirac vivait dans la nostalgie de l'osmose gaulienne de la période France-Afrique. Aussi, quand le président Laurent Gbagbo, élu en 2000, appelle la France à l'aide pour lutter contre les rebelles venus du Nord et soutenus par le Burkina Faso, Chirac refuse toute intervention directe. Pour lui, Gbagbo demeure l'opposant historique du vieux. De surcroît, son parti, le Front populaire ivoirien, est membre de l'Internationale socialiste. Dans le cadre des Nations Unies, la force licorne française intervient avec 4600 hommes, coupant le pays en deux au niveau de Bouaké, un statu quo qui permet à la rébellion de renforcer ses positions, y compris économiques, au nord.
On rappelle que c'est le choix forcené de maintenir ce statu quo qui a justifié la destruction de l'aviation ivoirienne après l'étrange bombardement de Bouaké et qui a rendu possible les massacres de jeunes civils ivoiriens de novembre 2004 à Abidjan, toujours impunis ces massacres à ce jour. Mais revenons à la rébellion et à ses actionnaires. Pour qu'une rébellion tienne dans la durée, il faut aussi de l'argent, en plus des armes, de là ou des bases arrières et des relais diplomatiques. L'argent, c'est l'argent des armes bien sûr, mais c'est aussi l'argent de poche des combattants avant qu'ils ne déferlent sur le terrain. Et à propos d'argent, les témoignages distillés au fil des années de manière plus ou moins opportuniste citent de nombreux contributeurs, au nombre desquels Alassane Ouattara, dont le nom avait été évoqué par le chef de guerre Koné Zakaria. Nous MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karloui, Alassane Dramane Ouattara. Parce que à nous te met l'exil, Alassane ne te m'a pas. Un de mai. Un de mai, Jamana Koka. Alassane ne te met Malo Saka Danouma. Karo, a te met numéro Mouane le plat. Kata Danouma. On peut dire qu'il ne s'agit là que d'un chef rebelle qui affabule. Sauf que Alassane Ouattara, qui aurait dû se sentir outré par de tels propos calomnieux, s'est appuyé sur Koné Zakaria lors de la guerre post-électorale de 2010-2011 et durant les années qui ont suivi. Koné Zakaria a été continuellement promu au point d'avoir aujourd'hui le grade de colonel-major de l'armée ivoirienne. Et puis, d'un point de vue logique, au nom de quelle logique peut-on choisir d'accréditer les propos de Laurent Gbagbo ou ceux d'autres acteurs de la crise ivoirienne et pas ceux de Koné Zakaria? De fait, dès les premiers jours, l'écosystème de la rébellion ivoirienne renvoie à Alassane Ouattara, celui qui est considéré dans un premier temps comme le visage de la rébellion, au point d'être contraint de rester à Ouagadougou et de ne pas descendre dans la zone conquise par ses hommes, comme pour ne pas apporter de l'eau au moulin du pouvoir Gbagbo. C'est Ibrahim Koulibaly, dit Ibé. Et qui est Ibé? L'ancien garde du corps des enfants d'Alassane Ouattara, alors qu'il était le premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. C'est déjà Ibé qui est l'homme de l'ombre du coup d'État du 24 décembre 1999, aux côtés des généraux Lassana Palanfo et Abdoulaye Koulibaly, considérés comme des proches d'Alassane Ouattara. Le général Koulibaly qui, il faut le noter, a été nommé président du conseil d'administration de la Compagnie nationale Air Ivoire en 2011, année lors de laquelle Alassane Ouattara arrive enfin au pouvoir. Ceux qui étaient bien informés à l'époque se souviennent qu'une partie des conciliabules consécutifs au coup d'État du 24 décembre 1999 se faisait au sein de la résidence parisienne d'Adama Toungara, proche parmi les proches d'Alassane Ouattara, dont il sera le ministre du pétrole et de l'énergie avant de devenir le médiateur de la République. Le putsch qui met au pouvoir Robert Guéhi, au départ homme de paille, choix présentable du groupe des sous-officiers dirigé par Ibé, semble tellement signé qu'on se souvient qu'à l'époque, Laurent Gbagbo, président du FPI, fulmine en disant « si c'est un coup d'État RDR, qu'on nous le dise ». Au final, Guéhi prend goût au pouvoir et purge les proches de Ouattara, dont Ibé, qui se réfugiera au Burkina Faso voisin et tentera 2 coups d'État contre Laurent Gbagbo en janvier 2001 puis en septembre 2002. Et c'est ce second coup d'État raté qui se transformera en rébellion armée, une rébellion sanctuarisée par l'interposition française. Mais dans l'écosystème de la rébellion ivoirienne, il n'y a pas que les propos de Koné Zakaria et l'itinéraire d'Ibé qui ramènent à Alassane Ouattara. Quand le chef de guerre Chérif Ousmane se marie à Ouagadougou le 15 décembre 2007 avec la fille de l'ancien président burkinabé Sangoulé Lamizana qui se trouve à ses côtés comme témoin, Dominique Ouattara, en présence de son époux Alassane Ouattara. En 2024, Chérif Ousmane est nommé chef d'état-major de l'armée de terre par Alassane Ouattara, alors qu'il a été inculpé, sans suite bien sûr, par la justice ivoirienne pour des crimes de guerre commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, une inculpation manifestement tactique visant à éteindre toute possibilité d'émission de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale au nom du principe de subsidiarité qui veut qu'un crime ne peut pas être jugé par la CPI si une procédure nationale le concernant a déjà été entamée. Bref. De nombreux éléments permettent d'établir qu'au cœur de la rébellion ivoirienne, il y a Blaise Compaoré qui fait lien avec la France, qui fait lien avec Mouammar Kadhafi et qui fait lien dès le départ via Ibé avec Alassane Ouattara.
Dans une perspective plus large, c'est Blaise Compaoré qui est la courroie de transmission, après l'assassinat de Thomas Sankara, entre des ennemis historiques qui se sont affrontés au Tchad, notamment dans les années 1970 et 1980, la France et la Libye. C'est par Blaise Compaoré que passe le soutien libyen à l'aventure de Charles Taylor, béni par Houphouët-Boigny et indirectement par la France. C'est Ouagadougou qui sert aussi de lieu de transit des diamants du sang exploités par Charles Taylor en Sierra Leone via le ROUF de Fodé Sanko, alors que Paris combat l'Ecomog sous contrôle nigérian qui bénéficie du soutien de Londres et de Washington. À l'époque, une des raisons qui radicalise certains occidentaux au sujet du ROUF de Fodé Sanko, ce sont les liens troubles entre le clan Compaoré Taylor Sanko et Al-Qaïda après le 11 septembre 2001. C'est un sujet sur lequel j'ai moi-même enquêté à l'époque où j'étais correspondant du Monde en Afrique de l'Ouest. Pourquoi c'est important de le rappeler? Car un autre homme permet d'établir une relation de continuité entre Mouammar Kadhafi, Blaise Compaoré, la rébellion de Ibé, Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Cet homme, c'est Mustapha Chafi. Le 6 février 2003, je publiais dans Fraternité Matin un article sur cet homme d'origine nigéro-mauritanienne vivant à Ouagadougou et doté d'un passeport libyen. Cet homme que je présentais suite à mes enquêtes comme coordinateur de la rébellion ivoirienne. Ce qui montre une fois de plus que l'implication de Mouammar Kadhafi relevait de l'évidence à cette époque. En 2010, dans un article intitulé « L'homme qui murmurait à l'oreille des terroristes », Jeune Afrique confirmait les informations et écrivait, et je cite, « Son plus grand dossier est la Côte d'Ivoire, la courroie de transmission entre les rebelles du Nord et Compaoré, c'est lui. » Quand en 2020, Mustapha Chafi fait l'objet d'un mandat d'arrêt international dans son pays, la Mauritanie, qui se pose en médiateur et va plaider auprès de son homologue, Mohamed Ould Ghazouani, pour obtenir la levée de ce mandat d'arrêt, Alassane Ouattara. Selon Jeune Afrique, Mustapha Chafi est l'un des protégés d'Alassane Ouattara. Ancien protégé de Mouammar Kadhafi, ancien protégé de Blaise Compaoré, protégé d'Alassane Ouattara, installé depuis au moins 2014 à Abidjan, la boucle est bouclée. Interroger l'histoire récente ne devrait pas servir à chanter les éloges d'un dirigeant ou à discréditer un autre en falsifiant les faits au passage. L'histoire récente peut également servir d'avertissement pour le futur. Car Mustapha Chafi, ancien protégé de Kadhafi, ancien protégé de Compaoré, protégé de Ouattara, est accusé par de nombreux observateurs d'avoir des liens absolument troubles avec les terroristes qui sévissent aujourd'hui au Sahel. Dans le business des otages, il a été par exemple le lien entre Blaise Compaoré et l'Algérien Mokhtar Ben Mokhtar, l'un des émirs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'était l'époque où les terroristes laissaient le Burkina Faso tranquille. L'époque où il leur servait de base arrière discrète après l'avoir été pour l'Angolais Jonas Savimbi, pour Charles Taylor et pour le ROUF, pour les rebelles ivoiriens aussi. Dès que le pouvoir a changé de main à Ouagadougou, le Burkina Faso est devenu une des cibles de ce terrorisme djihadiste que Compaoré a contribué à alimenter, notamment via l'argent des rançons. L'avertissement vaut aujourd'hui pour Abidjan. On ne mange pas avec le diable, même avec une très longue cuillère. Pour revenir à Alassane Ouattara, c'est son ex-allié Guillaume Soro qui politise finalement le mieux ses liens avec l'ex-rébellion du MPCI. Écoutons ce que Guillaume Soro disait à la radio internationale allemande DW. Monsieur Alassane Ouattara sait beaucoup de choses sur la rébellion. Il en est l'un des parrains alors. Je dis simplement que monsieur Ouattara sait ce que c'est que la rébellion ivoirienne et monsieur Ouattara en a été le plus grand bénéficiaire. La preuve, il a assis au pouvoir. Sans cette rébellion, Alassane n'aurait même pas pu être député en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, vous aviez donc dirigé la rébellion des Forces Nouvelles jusqu'en 2010-2011. Il y a eu beaucoup de victimes pendant la crise post-électorale qui a précédé la chute de Laurent Gbagbo. Et beaucoup de vos compatriotes estiment que vous en êtes le premier responsable. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a eu une crise post-électorale en 2010 qui, effectivement, a occasionné de nombreux morts. Tous les acteurs politiques ivoiriens ont une responsabilité dans ce qui s'est passé dans notre pays. Il y a également eu beaucoup de morts en 2002, précisément le 19 septembre 2002, après le coup d'État manqué contre Laurent Gbagbo. Et il y a eu beaucoup de victimes et on estime que ce sont les rebelles que vous dirigez qui sont également à l'origine de ces morts. Avant 2002, il y a eu le coup d'État
de 1999. Avant le coup d'État de 1999, il y a eu le boycott actif de 1995. Avant le boycott actif de 1995, il y a eu la sécession en 1970. Pourquoi vous choisissez de vous focaliser sur 2002? Donc, cela fait partie de l'histoire d'un pays. Et 18 ans après le coup d'État du 19 septembre 2002, on ne sait toujours pas qui était derrière